Chapitre 20. Le vase du Japon. On sonnait le dîner. Julien n'eut que le temps de s'habiller. Il trouva au salon Mathilde qui faisait des instances à son frère et à monsieur de Croisenois pour les engager à ne pas aller passer la soirée à Suresnes chez madame la maréchale de Fervaques. Il lui était difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux. Après dîner parurent messieurs de Luz, de Caylus et plusieurs de leurs amis. On eût dit que mademoiselle de la Mole avait repris, avec le culte de l'amitié fraternelle, celui des convenances les plus exactes. Quoique le temps fût charmant ce soir-là, elle insista pour ne pas aller au jardin. Elle voulut que l'on ne s'éloignât pas de la bergère où madame de la Mole était placée. Le canapé bleu fut le centre du groupe, comme en hiver. Mathilde avait de l'humeur contre le jardin, ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux. Il était lié au souvenir de Julien. Le malheur diminue l'esprit. Notre héros eut la gaucherie de s'arrêter auprès de cette petite chaise de paille qui jadis avait été le témoin de triomphes si brillants. Aujourd'hui, personne ne lui adressa la parole. Sa présence était comme inaperçue, et pire encore. Ceux des amis de mademoiselle de la Mole, qui étaient placés près de lui à l'extrémité du canapé, affectaient en quelque sorte de lui tourner le dos, du moins il en eut l'idée. « C'est une disgrâce de cour, pensa-t-il. » Il voulut étudier un instant les gens qui prétendaient l'accabler de leur dédain. L'oncle de M. de Luz avait une grande charge auprès du roi, d'où il résultait que ce bel officier plaçait au commencement de sa conversation avec chaque interlocuteur qui survenait cette particularité piquante. Son oncle s'était mis en route à 7 heures pour Saint-Cloud, et le soir il comptait y coucher. Ce détail était amené avec toute l'apparence de la bonhomie, mais toujours il arrivait. En observant M. de Croisenois avec l'œil sévère du malheur, Julien remarqua l'extrême influence que cet aimable et bon jeune homme supposait aux causes occultes. C'était au point qu'il s'attristait et prenait de l'humeur s'il voyait attribuer un événement un peu important à une cause simple et toute naturelle. Il y a là un peu de folie, se dit Julien. Ce caractère a un rapport frappant avec celui de l'empereur Alexandre, tel que me l'a décrit le prince Kourassov. Durant la première année de son séjour à Paris, le pauvre Julien sortant du séminaire, ébloui par les grâces pour lui si nouvelles de tous ces aimables jeunes gens, n'avait pu que les admirer. Leur véritable caractère commençait seulement à se dessiner à ses yeux. « Je joue ici un rôle indigne, pensa-t-il tout à coup. Il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qui ne fût pas trop gauche. Il voulut inventer, il demandait quelque chose de nouveau à une imagination tout occupée ailleurs. Il fallait avoir recours à la mémoire, la sienne était, il faut l'avouer, peu riche en ressources de ce genre. Le pauvre garçon avait encore bien peu d'usage, aussi fut-il d'une gaucherie parfaite et remarquée de tous lorsqu'il se leva pour quitter le salon. Le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être. Il jouait depuis 3/4 d'heure le rôle d'un importun subalterne auquel on ne se donne pas la peine de cacher ce qu'on pense de lui. Les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur trop au tragique. Il avait pour soutenir sa fierté le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille. Quels que soient leurs avantages sur moi, pensait-il, en entrant seul au jardin, Mathilde n'a été pour aucun d'eux ce que 2 fois dans ma vie elle a daigné être pour moi. Sa sagesse n'alla pas plus loin. Il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur. Il s'en tint la journée suivante, tué de fatigue, lui et son cheval. Il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel Mathilde était fidèle. Il remarqua que le comte Norbert ne daignait pas même le regarder en le rencontrant dans la maison. Il doit se faire une étrange violence, pensa-t-il, lui naturellement si poli. Pour Julien, le sommeil eût été le bonheur. En dépit de la fatigue physique, des souvenirs trop séduisants commençaient à envahir toute son imagination. Il n'eut pas le génie de voir que, par ses grandes courses à cheval dans les bois des environs de Paris, n'agissant que sur lui-même et nullement sur le cœur ou sur l'esprit de Mathilde, il laissait au hasard la disposition de son sort. Il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement infini. Ce serait de parler à Mathilde. Mais cependant, qu'oserait-il lui dire ? C'est à quoi un matin à 7 heures il rêvait profondément lorsque tout à coup il la vit entrer dans la bibliothèque. « Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. » « Grand Dieu, qui vous l'a dit ? Je le sais, que vous importe. Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre, ou du moins le tenter. Mais ce danger que je ne crois pas réel ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur, mon imagination folle m'a trompé. » À ce coup terrible, éperdu d'amour et de malheur, Julien essaya de se justifier. Rien de plus absurde. Se justifie-t-on de déplaire ?
Mais la raison n'avait plus aucun empire sur ses actions. Un instinct aveugle le poussait à retarder la décision de son sort. Il lui semblait que tant qu'il parlait, tout n'était pas fini. Mathilde n'écoutait pas ses paroles, leur son l'irritait, elle ne concevait pas qu'il eût l'audace de l'interrompre. Les remords de la vertu et ceux de l'orgueil la rendaient ce matin-là également malheureuse. Elle était en quelque sorte anéantie par l'affreuse idée d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé, fils d'un paysan. C'est à peu près, se disait-elle dans les moments où elle s'exagérait son malheur, comme si j'avais à me reprocher une faiblesse pour un des laquais. Dans les caractères hardis et fiers, il n'y a qu'un pas de la colère contre soi-même à l'emportement contre les autres. Les transports de fureur sont dans ce cas un plaisir vif. En un instant, mademoiselle de La Mole arriva au point d'accabler Julien des marques de mépris les plus excessives. Elle avait infiniment d'esprit, et cet esprit triomphait dans l'art de torturer les amours-propres et de leur infliger des blessures cruelles. Pour la première fois de sa vie, Julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur animé contre lui de la haine la plus violente. Loin de songer le moins du monde à se défendre en cet instant, il en vint à se mépriser soi-même. En s'entendant accabler de marques de mépris si cruelles, et calculées avec tant d'esprit pour détruire toute bonne opinion qu'il pouvait avoir de soi, il lui semblait que Mathilde avait raison et qu'elle n'en disait pas assez. Pour elle, elle trouvait un plaisir d'orgueil délicieux à punir ainsi, elle et lui, de l'adoration qu'elle avait sentie quelques jours auparavant. Elle n'avait pas besoin d'inventer et de penser pour la première fois les choses cruelles qu'elle lui adressait avec tant de complaisance. Elle ne faisait que répéter ce que depuis 8 jours disait dans son cœur l'avocat du parti contraire à l'amour. Chaque mot centuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulait fuir. Mademoiselle de La Mole le retint par le bras avec autorité. « Daignez remarquer, lui dit-il, que vous parlez très haut, on vous entendra de la pièce voisine. »« Qu'importe, reprit fièrement mademoiselle de La Mole, qui osera me dire qu'on m'entend. Je veux guérir à jamais votre petit amour-propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte. » Lorsque Julien put sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. « Eh bien, elle ne m'aime plus, se répétait-il en se parlant tout haut comme pour s'apprendre à sa position. Il paraît qu'elle m'a aimé 8 ou 10 jours, et moi je l'aimerai toute la vie. Est-il bien possible? Elle n'était rien, rien pour mon cœur, il y a si peu de jours. » Les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de Mathilde. Elle avait donc pu rompre à tout jamais. Triompher si complètement d'un penchant si puissant la rendrait parfaitement heureuse. Ainsi ce petit monsieur comprendra, et une fois pour toutes, qu'il n'a et n'aura jamais aucun empire sur moi. Elle était si heureuse que réellement elle n'avait plus d'amour en ce moment. Après une scène aussi atroce, aussi humiliante, chez un être moins passionné que Julien, l'amour fut devenu impossible. Sans s'écarter un seul instant de ce qu'elle se devait à elle-même, mademoiselle de La Mole lui avait adressé de ces choses désagréables, tellement bien calculées, qu'elles peuvent paraître une vérité, même quand on s'en souvient de sang-froid. La conclusion que Julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que Mathilde avait un orgueil infini. Il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux, et cependant, le lendemain, au déjeuner, il fut gauche et timide devant elle. C'était un défaut qu'on avait pu lui reprocher jusque-là. Dans les petites comme dans les grandes choses, il savait nettement ce qu'il devait et voulait faire, et l'exécutait. Ce jour-là, après le déjeuner, comme madame de La Mole lui demandait une brochure séditieuse et pourtant assez rare, que le matin son curé lui avait apportée en secret, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue, laid au possible. Madame de La Mole se leva en jetant un cri de détresse et vint considérer de près les ruines de son vase chéri. C'était du vieux Japon, disait-elle. Il me venait de ma grand-tante abbesse de Chelles. C'était un présent des Hollandais au duc d'Orléans régent qu'il avait donné à sa fille. Mathilde avait suivi le mouvement de sa mère, ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horriblement laid. Julien était silencieux et point trop troublé. Il vit mademoiselle de La Mole tout près de lui. « Ce vase, lui dit-il, est à jamais détruit. Ainsi en est-il d'un sentiment qui fut autrefois le maître de mon cœur. Je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les folies qu'il m'a fait faire, et il sortit. On dirait en vérité, dit madame de La Mole, comme il s'en allait, que ce monsieur Sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire. » Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. Il est vrai, se dit-elle, ma mère a deviné juste, tel est le sentiment qui l'anime. Alors seulement cessa la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille. Eh bien, tout est fini, se dit-elle avec un calme apparent. Il me reste un grand exemple. Cette erreur est affreuse, humiliante. Elle me vaudra la sagesse pour tout le reste de la vie.
Que n'ai-je dit vrai, pensait Julien. Pourquoi l'amour que j'avais pour cette folle me tourmente-t-il encore? Cet amour, loin de s'éteindre comme il l'espérait, fit des progrès rapides. Elle est folle, il est vrai, se disait-il. En est-elle moins adorable? Est-il possible d'être plus jolie? Tout ce que la civilisation la plus élégante peut présenter de vifs plaisirs n'était-il pas réuni comme à l'envi chez mademoiselle de La Mole? Ces souvenirs de bonheur passé s'emparaient de Julien et détruisaient rapidement tout l'ouvrage de la raison. La raison lutte en vain contre les souvenirs de ce genre. Ces essais sévères ne font qu'en augmenter le charme. 24 heures après la rupture du vase de vieux Japon, Julien était décidément l'un des hommes les plus malheureux.